Face aux défis des changements climatiques, la République démocratique du Congo confirme sa vocation de pays solution et renforce son engagement en faveur d'un développement durable et résilient. Fort de son expertise reconnue dans la gestion des projets publics et privés, le Bureau central de coordination, BCECO, agence de référence du gouvernement de la République démocratique du Congo, placé sous la tutelle du ministère des Finances, s'associe à l'ONUDI avec l'appui du Fonds pour l'environnement mondial, FEM, pour lancer le projet Varsita. À travers l'innovation et les technologies d'adaptation dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et de la sécurité alimentaire, Varsita contribuera à renforcer la résilience des communautés, soutenir les PME, créer des emplois et améliorer durablement les conditions de vie des populations. Le BCECO, l'ONUDI et leurs partenaires vous invitent au lancement officiel du projet Varsita le 1er et 2 juillet 2026 à partir de 9h à Kinshasa. Lieu, Hôtel Rotana, salle Capitole, numéro 88, au croisement des avenues de la Justice et Ouganda, dans la commune de la Gombe. Varsita, innover aujourd'hui, renforcer la résilience de demain. RDC, pays solution pour le climat. Ensemble, bâtissons l'avenir. La deuxième partie de notre activité, nous aurons une série de présentations techniques qui sera effectuée par M. Ilunga Muneng Jean, qui est l'expert technique et administratif au sein de BCECO. Pendant qu'il s'avance, si nous pouvons l'acclamer, s'il vous plaît. RDC, pays solution pour le climat. Ensemble, bâtissons l'avenir. Je vais vous faire la présentation du projet Varsita, qui est un projet sur l'adaptation au changement climatique. Il a pour objet de réduire la vulnérabilité et accroître la résilience face au changement climatique en passant par l'innovation, le transfert et le déploiement à grande échelle de technologies d'adaptation, et cela dans certaines zones prioritaires qui ont été identifiées, pour y créer des emplois et protéger les populations vulnérables. Vous aurez d'abord un bref aperçu du projet. Ensuite, dans une deuxième phase, on justifiera le pourquoi du projet. Et enfin, je passerai à la description du projet lui-même. Dans la première phase, où je donne un aperçu du projet, nous avons ici l'objectif du projet, qui, comme je l'ai dit tantôt, c'est réduire la vulnérabilité et accroître la résilience à travers l'innovation et le transfert de technologies pour l'adaptation au changement climatique. Donc, nous avons deux aspects. Le premier aspect, il concerne l'adaptation au changement climatique pour accroître la résilience à ces changements climatiques. Et le deuxième aspect, c'est l'implication des petites et moyennes entreprises dans cette adaptation, afin qu'on puisse les transformer par des technologies et des financements novateurs, et ceci pour créer des emplois et encadrer les populations vulnérables. Le secteur concerné par ce projet, c'est l'adaptation au changement climatique, et c'est surtout les secteurs de l'eau, de l'agriculture et des ressources naturelles. Bon. Le projet, bien sûr, il se déroule en RDC. On devrait avoir certains impacts qui sont attendus à la fin du projet. Parce que dans le cadre de ce projet, il est prévu une activité importante pour amener des cofinancements pour la finalisation du projet. Et un des impacts et des résultats attendus, c'est qu'on puisse lever 22 millions de dollars américains en cofinancement. À la fin du projet, on devrait avoir plus de 200 emplois créés et plus de entre 30 et 50
micro, moyennes et petites entreprises qui bénéficient d'une meilleure intégration dans les chaînes de valeur agricoles. La justification du projet. Pourquoi ce projet? Dans le cadre de ce projet, on va travailler avec les micros, les petites et les moyennes entreprises qui sont du secteur de l'adaptation, qui sont des acteurs stratégiques de l'adaptation au changement climatique menés localement. Donc, on a ciblé cette catégorie d'acteurs en tenant compte du fait qu'ils pouvaient être vraiment très actifs pour promouvoir les objectifs d'adaptation. Et il y a plusieurs avantages qui ont primé dans le choix de ces acteurs. On sait que les petites et moyennes entreprises ont une certaine agilité qui leur permet de réagir rapidement aux défis, notamment dans les zones mal desservies et où vivent souvent des communautés vulnérables. Ça, c'est un des avantages. Un autre, c'est que il existe des réseaux établis de petites et moyennes entreprises qui favorisent la confiance et qui ont des taux élevés par rapport aux activités d'adaptation. Les PME sont profondément ancrées dans les économies locales. Vous savez que c'est surtout dans notre pays, c'est surtout des petites et moyennes entreprises qui soutiennent l'économie. Et bien placées pour développer et mettre en œuvre des technologies et des solutions adaptées au contexte social. Dans le cadre de ce projet, on veut mettre en place des techniques et des financements innovateurs. Et pour ce faire, il faudra former les petites et moyennes entreprises à ces nouvelles techniques d'adaptation. Mais pour accomplir cette tâche, il y a plusieurs défis auxquels devront faire face ces petites et moyennes entreprises. Il y a des défis qui sont liés aux moyens. C'est pas toujours facile d'avoir les moyens pour faire face aux défis des changements climatiques et innover dans le domaine de l'adaptation. Il y a aussi le défi qui est lié aux compétences. Est-ce que ces petites et moyennes entreprises que l'on veut promouvoir dans le cadre de ce projet ont les compétences nécessaires? Donc, il y aura un défi de formation pour mettre à niveau ces petites et moyennes entreprises. En réponse à ces défis, les concepteurs du projet ont proposé une approche axée sur 3 stratégies clés. La première stratégie, elle est basée sur les priorités aux phases de démarrage. Quand on démarre le projet, quelle est la stratégie qu'on peut mettre en place? Bien sûr, il faut soutenir les petites et moyennes entreprises dès le départ, parce que notre objectif, c'est de faire passer ces petites et moyennes entreprises du stade embryonnaire où elles sont à un stade d'entreprise, au vrai sens du mot. Donc, il faut investir dans le renforcement des capacités de ces petites et moyennes entreprises, en comblant les déficits de capital et de compétences, et en veillant à ce que les solutions soient adaptées aux besoins des communautés et aux objectifs d'adaptation au changement climatique. Bien sûr, l'action que l'on veut mettre en place, c'est pour soutenir les populations vulnérables. Donc, il faudra dès le début prendre en compte qu'il faudra non seulement former les petites et moyennes entreprises, mais il faudra aussi que l'action que l'on fera avec ces petites et moyennes entreprises prenne en compte les populations vulnérables qui sont soumises aux aléas du changement climatique.
Une deuxième stratégie, c'est l'approche d'investissement large. Il faut promouvoir un portefeuille diversifié de PME dans tous les secteurs. On a cité tantôt les secteurs qui étaient concernés. L'eau, l'agriculture et le troisième reviendra. Donc, il faut diversifier les PME, ne pas seulement se cantonner dans des PME d'un seul secteur. Je prends par exemple le secteur agricole. Non, il faudra diversifier. Il y a aussi le secteur relatif à l'eau. Et il faut que l'action porte sur toutes les régions, toutes les provinces, afin de relever les défis climatiques interconnectés, de favoriser l'innovation intersectorielle et atténuer les risques. Voilà, ça c'est une deuxième stratégie. Une troisième stratégie, c'est l'assistance technique plus le financement basé sur la performance. Comme je l'ai dit, il faudra renforcer les capacités de ces petites et moyennes entreprises. Mais pour cela, il faut des moyens. Les moyens de départ, c'est le fonds qui est mis à disposition par le FEM, mais ça ne suffira pas. Parce que lorsque vous regardez ce que c'est que la RDC, c'est pas un petit pays. Et il y a plusieurs provinces. Donc, pour couvrir toutes les provinces du pays, il faudra d'autres financements. Enfin, nous allons passer maintenant à la description du projet proprement dit. Les objectifs du projet, comme je l'ai dit, c'est réduire la vulnérabilité et accroître la résilience grâce à l'innovation, d'une part, l'innovation dans les technologies et les financements pour l'adaptation au changement climatique. Le projet vise à catalyser l'innovation en matière d'adaptation au changement climatique, autonomiser les micro, moyennes et petites entreprises et assurer la durabilité à long terme de l'écosystème en République démocratique du Congo. L'action que nous menons ne doit pas se limiter au temps du financement du FEM ou d'autres bailleurs. Il doit s'assurer dans la durabilité. Les composantes du projet maintenant. Le projet est articulé autour de 5 composantes. La première composante, c'est renforcer les cadres d'adaptation des moyennes et des petites entreprises. La deuxième composante, c'est soutenir les moyennes et petites entreprises dans leur croissance et leur développement dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des forêts. La troisième composante, c'est accroître l'accès au financement pour les groupes vulnérables dans les secteurs précités. Et enfin, la cinquième composante, c'est assurer le suivi, l'apprentissage, l'évaluation du projet et de partager les connaissances. Souvent, on pêche sur cette dernière composante. On ne partage pas les connaissances. Et les connaissances que nous récoltons, toutes les informations que nous récoltons dans la mise en œuvre des projets, qu'est-ce que nous en faisons? Vous remarquez que souvent, lorsque vous voulez faire un nouveau projet, vous êtes encore en train de retourner chercher des projets et des connaissances, des informations qui ont déjà été récoltées, mais qui n'ont été stockées nulle part et qui n'ont pas été partagées. Donc, il faut encourager le partage de ces connaissances et le stockage de ces connaissances. Donc, la première composante qui se base sur le lien entre les technologies adaptées axées sur l'adaptation et l'innovation financière au processus de planification nationale dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation. On fait les deux en même temps. On met en place des nouvelles technologies adaptées au changement climatique. Et ces nouvelles technologies, pour les mettre en place, il faut des financements innovateurs.
Le résultat qui est attendu, le premier résultat, c'est que on mette en place un mécanisme intégré, c'est-à-dire dans lequel se retrouveraient toutes les parties prenantes. Et ce mécanisme intégré doit avoir des liens solides avec la planification nationale de l'adaptation. Parce que le mécanisme que vous allez mettre en place, il ne doit pas flotter, il doit avoir un ancrage. L'ancrage, c'est les priorités et la planification nationale. Il doit s'ancrer là-dedans pour que vous ne travaillez pas en dehors de cette planification nationale. Pour cela, on mettra en place une plateforme d'innovation pour l'adaptation, étroitement liée aux processus nationaux de planification de l'adaptation et aux partenaires concernés. C'est très important, cette plateforme. Pourquoi? Parce que elle nous permettra de réunir toutes les parties prenantes, de telle façon que il n'y ait pas une part qui dise que non, moi je n'étais pas impliqué, voilà, mes priorités ne sont pas reprises en place. Il faut mettre dans cette plateforme toutes les parties qui sont impliquées dans la question de l'adaptation au changement climatique. Après la plateforme, il y a la création du mécanisme intégré qui vise à promouvoir l'adaptation, l'innovation et l'entrepreneuriat. Et puis, il faut aussi créer des outils améliorés d'évaluation de la vulnérabilité climatique et des technologies, produits et services d'adaptation qu'il faudra développer pour les secteurs de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation. Une autre activité, elle consistera à la formation. C'est très important, il faut former les petites, les micro-entreprises sur l'adaptation au changement climatique, sur les technologies, produits et services, afin de dispenser cette formation à 60 parties prenantes. Et dans ces 60 parties prenantes, on a un objectif, un critère de l'implication d'au moins 35% de femmes. La deuxième composante, c'est transformer les innovations, les techniques, les produits et les services d'adaptation au changement climatique pour faire passer les petites et moyennes entreprises d'un stade initial en entreprise commerciale. C'est un défi. Donc, il faut faire passer les micros, les moyennes et les petites entreprises au stade embryonnaire d'où elles étaient en entreprises commerciales qui sont capables de répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de ce projet. Les petites, moyennes et petites entreprises, les entrepreneurs et les startups, ça c'est une activité qui doit être faite, seront formés aux enjeux de l'adaptation au changement climatique. Parce que il est important que ces petites et moyennes entreprises sachent ce que c'est que l'adaptation au changement climatique, quels sont les enjeux du changement climatique et à quoi est-ce qu'on veut les former pour qu'ils participent à la résilience au changement climatique. Et pour ce faire, on va former 7 incubateurs et institutions clés pour mener le cycle annuel du programme d'incubation, d'accélération destiné aux moyennes et petites entreprises dotées de systèmes de paiement innovants axés sur l'adaptation au changement climatique. On cherchera dans le cadre, parce qu'on veut former ces moyennes entreprises, on va former des incubateurs qui seront chargés à leur tour de former les petites et moyennes entreprises. Mais ces incubateurs et ces accélérateurs, ils devront d'abord être formés pour savoir sur quoi ils veulent former les petites et moyennes entreprises. Donc ça, c'est une deuxième activité qu'il faudra mettre. Ensuite, 1000 petites et moyennes entreprises, entrepreneurs et start-up
dotés de systèmes technologiques innovants à fort impact, donc sont formés et accompagnés par le programme d'incubation, d'accélération. Donc, on forme les incubateurs. Ceux-ci, à leur tour, vont former les petites et moyennes entreprises. Il faut qu'ils forment au moins 1000 petites et moyennes entreprises sur ces questions d'adaptation, notamment sur les techniques, les nouvelles technologies d'adaptation et les financements innovants. Toujours dans cette nous sommes toujours dans la deuxième composante où nous sommes en train de faire passer, où nous voulons faire passer les petites et moyennes entreprises en entreprises commerciales. On veut que les petites et moyennes entreprises, les entreprises et les startups d'adaptation commercialisent et étendent leurs services, leurs techniques et leurs produits d'adaptation. Quand on les aura formés, ils passeront à un stade supérieur où ils deviendront des entreprises commerciales qui auront pour objet de commercialiser les techniques, les produits et les services liés à l'adaptation. On devrait avoir 200 petites et moyennes entreprises formées et accompagnées dans le cadre du programme d'accélération avancé afin de recevoir un financement de démarrage et de surmonter les difficultés liées à la commercialisation et à la mise à l'échelle. Et pour cette activité, on insiste sur le fait qu'il y ait 35% de participation des femmes. Une autre activité, c'est qu'on ait 100 petites et moyennes entreprises qui bénéficient d'un soutien à l'investissement. On a 200 qui vont bénéficier du soutien à la phase de démarrage. Et puis, dans une deuxième phase, il y en a 100 qui bénéficieront d'un soutien à l'investissement dans le cadre du programme de post-accélération pour les projets mettant en œuvre à grande échelle des services de transition écologique adaptés au changement climatique. Bien sûr, tous les 200 que nous allons former n'atteindront pas la même performance. Mais on veut s'assurer qu'au moins, sur les 200 qu'on a formés là, et qui ont été financés au départ, 100 vont être repris dans le programme de post-accélération, et pour qu'elles mettent en œuvre à grande échelle des services de transition écologique. Une autre activité très importante aussi, celle-là, toujours dans la deuxième composante, c'est le fonds d'investissement. On doit aboutir à la création d'un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement pour l'adaptation au changement climatique, il faudra le créer et le rendre opérationnel afin de soutenir financièrement 1000 entreprises d'adaptation au changement climatique et de réduire les risques et maximiser les investissements publics et privés. Ici, c'est un grand défi. Un grand défi auquel le succès de ce projet est vraiment intimement lié. Parce que vous avez financé les petites et moyennes entreprises au début, vous les avez fait passer du stade embryonnaire au stade d'entreprise commerciale, et ça ne suffit pas. Pour assurer la durabilité, il faut qu'il y ait un fonds d'investissement pour soutenir toutes ces actions qui vont se faire. Parce que l'adaptation au changement climatique, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. C'est un processus. Donc, il faudra s'assurer qu'on a les moyens pour durer. Enfin, nous avons la troisième composante, qui parle des financements innovants pour l'adaptation au changement climatique et le renforcement de la résilience des groupes vulnérables. Ici, on aura pour activité qu'il faut sensibiliser les groupes vulnérables
cible au changement climatique avec des technologies d'adaptation au changement climatique. L'activité de sensibilisation est très importante. Pourquoi? Parce que les groupes vulnérables que l'on veut soutenir dans le cadre de ce projet Varsita, qu'est-ce qu'ils savent de l'adaptation au changement climatique? Il faut d'abord s'assurer qu'ils aient un minimum de connaissances sur l'adaptation au changement climatique. C'est vrai que, ne vous en faites pas, les groupes dits vulnérables qui vivent dans les zones rurales, peut-être ils n'ont pas les termes techniques pour définir les changements climatiques, mais ils sentent les effets des changements climatiques. Ils sentent les effets des changements climatiques. Notre action ici, ce sera plutôt d'essayer de les sensibiliser sur les objectifs du projet. Leur dire non, pour faire face à ce que nous vivons, face aux effets du changement climatique, voici ce que nous proposons, en vous impliquant à tel niveau, à tel niveau. Et puis, pour cette activité de sensibilisation, on a prévu 5 ateliers de formation qui seront destinés aux prestataires de services financiers sur la viabilité et le financement de l'adaptation des techniques, des technologies, des produits et des services liés à l'adaptation. Il faut former ceux qui vont recevoir les fonds. Il faut les former pour les préparer à ce qu'ils produisent des techniques et des produits ainsi que des services fiables dans le domaine de l'adaptation. Ça demande aussi des formations, toujours dans le cadre de la sensibilisation et l'information au financement innovant. On va promouvoir des liens commerciaux entre les fournisseurs de services de transition et les populations vulnérables afin d'accroître leurs moyens de subsistance résilients face au changement climatique. Il y a 2 groupes qui sont face à face. Il y a les petites et moyennes entreprises que nous avons transformées en entreprises commerciales. Et de l'autre côté, il y a ceux qui doivent être les bénéficiaires de leurs activités. Et une des tâches du projet, sera de promouvoir les liens commerciaux entre ceux qui vont fournir les services, donc les entreprises commerciales, et les groupes vulnérables. Pour ce faire, on va organiser 42 événements conjoints qui vont relier les fournisseurs de services d'adaptation et les populations vulnérables, afin de stimuler la demande et d'atteindre le chiffre de 25 000 personnes vulnérables impliquées, avec toujours, bien sûr, la participation féminine à hauteur de 35%. Toujours dans cette 3e composante, il faudra mettre en place des mécanismes. On parle de financement novateur. Comment est-ce qu'on va organiser ces financements que l'on cherche? Il faudra mettre en place des mécanismes financiers qui seront mis à la disposition des groupes vulnérables pour l'acquisition de services de protection temporaire d'adaptation au changement climatique. On a vu qu'on avait formé les petites et moyennes entreprises en entreprises commerciales. Une entreprise commerciale, son objectif, c'est de faire des bénéfices. Vous n'allez pas former ces petites et moyennes entreprises en entreprises commerciales pour qu'elles fassent du bénévolat. Donc, il faut qu'elles agissent vraiment comme entreprises commerciales et qu'elles recherchent des profits. Mais comment allier le fait que eux, ils seront formés, ils ont reçu des financements, ce sont devenus des entreprises commerciales? Comment est-ce qu'il faudrait que les produits qu'ils vont produire, les produits, les techniques et les services qu'ils vont produire, puissent arriver aux groupes vulnérables qui, normalement, sont supposés ne pas avoir les moyens? C'est pour ça qu'il faudra mettre en place des mécanismes financiers qui seront mis à la disposition des groupes vulnérables.
Et on va faire certaines activités, parmi lesquelles une activité où les prestataires des services financiers conçoivent et mettent en place des produits et des services financiers innovants, adaptés aux besoins des populations les plus vulnérables, afin de toucher au moins 100 000 bénéficiaires. Une autre activité, c'est l'adaptation des instruments d'évaluation des risques climatiques et des outils de planification des investissements adaptés au climat pour les prestataires des services financiers qui octroient des prêts aux populations vulnérables. Donc, il faut que ceux qui produisent les techniques, les produits et les services, qu'ils aient des instruments d'évaluation des risques climatiques et des outils de planification pour les investissements qu'ils vont faire auprès des groupes vulnérables. La quatrième composante, c'est le suivi et l'apprentissage. Ici, pour une mise en œuvre efficace de tout projet, il faut un suivi permanent. Ce sera aussi le cas ici. Il y aura un suivi régulier du projet et de la documentation à des fins d'apprentissage et de partage de connaissances. Je l'ai dit tantôt, il ne faudra pas seulement faire le suivi des projets, il faudra que ces connaissances que nous aurons acquis au cours du processus servent à quelque chose. Il faudra partager ces connaissances. Les activités, c'est qu'il y aura un suivi régulier de l'avancement du projet et de collecte des données conformément aux directives du bailleur de fonds qu'est le FEM et de l'agence du FEM qu'est l'ONUDI. Il faudra des ressources documentaires, il faudra les élaborer, ainsi que des meilleures pratiques qui doivent être documentées et largement diffusées. Ça, c'est la quatrième composante. Enfin, nous avons la dernière composante qui est l'évaluation du projet. Parcours, comme le projet dans une première phase, ce sera 4 ans. Donc, à mi-parcours, à la deuxième année, il faudra faire une évaluation à mi-parcours. Où est-ce que nous en sommes? Nous avançons, nous reculons. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour faire avancer, ainsi de suite. Et puis, bien sûr, à la fin du projet, il y aura une évaluation terminale indépendante. Ces objectifs, ces résultats attendus, ces conséquences et ces composantes plutôt, et ce à quoi on doit s'attendre et la manière de procéder à ce qu'on arrive aux objectifs qui ont été fixés dans le cadre du projet lui-même. Je vous remercie. Je vais enchaîner pour essayer d'approfondir ces notions d'incubateur et accélérateur. Les incubateurs, accélérateurs d'innovation en adaptation. Qu'est-ce qu'on recherche quand on veut impliquer des incubateurs et des accélérateurs qui vont encadrer les petites et moyennes entreprises? Il y a plusieurs objectifs dans l'action que nous voulons faire avec les incubateurs. Un premier objectif, c'est d'identifier et accompagner des solutions locales d'adaptation, agriculture résiliente, gestion de l'eau, énergie renouvelable, système d'alerte. Donc, on veut identifier
et accompagner des solutions locales. Parce que ceux à qui sont destinés les bénéfices de notre projet, ce sont les populations locales. Donc, il faut identifier et accompagner des solutions qu'ils ont déjà dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Donc ça, ce sera un travail de celui qui accompagnera, qui formera les petites et moyennes entreprises. Et puis, il faut que cet incubateur-là, que ce soit un cadre de formation adéquat. Et puis, bon, il faudra que l'activité qui sera mise en place facilite l'accès au financement et au marché. Quels sont les services clés qui sont attendus des petites et des incubateurs? Lorsque nous allons faire des appels d'offres pour engager des incubateurs, quels seront les services clés que nous leur réclamerons? Il y a le coaching technique, bien sûr. À part le coaching technique, il y a le renforcement des capacités. Parce qu'ils doivent renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises. Il y a l'accès aux investisseurs. Ils doivent être capables d'ouvrir des pistes qui mettent en relation avec les bailleurs, les différents fonds climat. Et puis, il ne doit pas se contenter seulement de former. Il doit y avoir un suivi post-incubation. Quels sont les produits financiers que les incubateurs permettront de développer pour les communautés vulnérables? Il y a la microfinance verte, c'est-à-dire qu'il faudra ouvrir des petits crédits pour pratiques agricoles résilientes, irrigation, semences améliorées. Il y a les assurances indexées climat, la couverture contre la sécheresse, l'inondation et les pertes agricoles. Il y a les fonds rotatifs communautaires, gestion locale des ressources financières pour projets collectifs, les subventions de démarrage, appui initial pour innovation à fort potentiel social et obligations vertes locales, mobilisation des capitaux via les collectivités aux coopératives. Ça, ce sont des produits financiers qu'il faudra mettre en place pour appuyer les communautés vulnérables. Il faudra aussi s'assurer que dans ce programme d'accélération et d'incubation, il faudra s'assurer de certains critères clés. Par exemple, la participation communautaire. Si nous faisons ce projet, c'est parce qu'il est destiné à soutenir d'abord les communautés locales. Donc, il faut qu'il y ait une participation communautaire avec l'inclusion des bénéficiaires dès la conception. Un autre critère, c'est la transparence. Il y a des fonds qui sont en jeu, des fonds importants qui seront mis à divers stades. Il faudra s'assurer qu'il y a une certaine transparence sur l'utilisation des fonds. Et puis, il y a l'évaluation de l'impact sur ce que nous avons fait, sur telle phase. Quel est l'impact? Est-ce que nous avons atteint nos objectifs? Est-ce qu'il y a 35% de femmes qui sont impliquées dans le processus? Est-ce que le nombre de personnes dans les communautés qui avaient été programmées, où est-ce que nous en sommes? À 60, 70, 80%? Et il y a bien sûr
la cohérence avec l'alignement international. Parce que je rappelle encore ici que cette activité se mène dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Et cette activité d'adaptation au changement climatique, elle n'est pas seulement nationale. Elle n'est pas seulement nationale, c'est un problème global. C'est un problème global. Donc, il faudra s'assurer que ce que nous faisons est en cohérence avec les activités et les objectifs du GEF, du Fonds vert pour le climat et, très important à ne pas oublier, les politiques nationales. Parce que l'activité, elle commence d'abord au niveau du pays. Donc, vous ne pouvez pas faire de l'adaptation en ne prenant que des objectifs, par exemple, qui concernent le Costa Rica. Non. Vous devez d'abord partir des objectifs d'adaptation qui sont liés aux enjeux nationaux. Ça, c'était un peu une brève présentation pour parler de ce que nous attendons des incubateurs, les objectifs, les services clés qu'ils sont appelés à rendre, les produits financiers qui devraient sortir de leur activité en tant qu'incubateur et accélérateur, et puis les questions liées à la gouvernance et la durabilité de leur action. Je vais maintenant vous présenter, on a parlé ici d'innovation financière. Comment est-ce que nous allons faire cette innovation financière? Et elle va consister à quoi? Dans le cadre de notre projet, pour financer l'innovation, il est utile de structurer une approche en plusieurs volets afin de mobiliser des ressources diversifiées et adaptées. Je vous ai dit tantôt ici que le budget du projet Vacita, il est de 9 millions. Mais ce premier financement ne pourrait pas couvrir toutes les activités qui sont produites, qui sont espérées dans le cadre du projet. Pourquoi? Parce que, comme vous avez pu, j'espère, le comprendre d'après ce que je vous ai présenté, il s'agit de mettre en place des structures durables. On ne va pas se contenter de former des petites et moyennes entreprises qui sont devenues des entreprises commerciales et puis se dire, bon débarras, on a fait notre travail. Non, c'est pas ça le projet. L'objectif du projet, c'est d'assurer la durabilité. Et assurer la durabilité, il faut quoi? Des moyens. Des moyens, parce qu'il faudra continuer à soutenir les entreprises commerciales pour qu'elles continuent à vendre leurs produits aux communautés. Et dans le cadre de l'innovation du financement, il faudra recenser les sources de financement possibles. Il faudra chercher l'argent. Il y a plusieurs sources de financement que l'on peut aborder. Il y a les bailleurs internationaux, dont le GEF, il y en a plusieurs autres. Vous les connaissez. Il y a la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'USAID, ainsi de suite. Ça, ce sont des bailleurs internationaux. Quoique l'USAID a sérieusement sectionné dans ses apports. Et puis, il faudra aussi s'appuyer sur des programmes thématiques. Nous avons par exemple le fonds climat, qui est lié au changement climatique. Il y a le fonds d'adaptation au changement climatique. Tout ça, ce sont des fonds qui sont liés à l'adaptation, voire même à l'atténuation au changement climatique. Ils existent. Il faudra y faire recours. Il y a aussi des programmes, d'autres programmes, comme des programmes de résilience et d'innovation, comme
Horizon Europe, Africa Adaptation Initiative, qui sont des initiatives qui sont liées à l'adaptation au changement climatique et qui ont des fonds pour appuyer. Bien sûr, j'espère qu'il y a le secteur privé représenté ici à travers nos amis de la FEC. Le secteur privé est un partenaire très, très important dans l'adaptation au changement climatique. Donc, dans l'action que nous entreprenons, si nous ne parvenons pas à mobiliser le secteur privé, on va être amputé d'une sérieuse source de financement. Donc, il faudra tout faire pour renfermir le partenariat avec le secteur privé. Des entreprises locales et multinationales intéressées par l'innovation verte. Ici, je fais une petite parenthèse en disant que Madame la secrétaire générale avec qui nous étions à l'Assemblée du DEF pourra m'appuyer en disant que on a mis un accent particulier sur le partenariat secteur privé. Bien sûr, ce n'est pas facile de réussir ce partenariat parce que les privés, ils cherchent des bénéfices. Ils cherchent des bénéfices. Et souvent, lorsque vous leur dites non, il faut investir dans le domaine du climat, ils sont réticents parce qu'il y a beaucoup de risques. Quelle est l'assurance que vous allez leur donner pour couvrir ces risques? C'est ça, le grand nœud qui empêche que le secteur privé finance difficilement ces activités d'adaptation au changement climatique. Et une des résolutions qui a été prise là-bas, c'était que il fallait renforcer le partenariat, le financement mixte, public-privé. Comment? Le FEM s'est proposé, il a donné une piste en créant en son sein un fonds sur le financement mixte. Comment ça va se passer? Vous voyez, lorsque vous cherchez un financement auprès d'un privé, il vous demande une garantie. Il vous exige une garantie bancaire, ainsi de suite. Même quand vous allez demander un prêt à la banque, on vous dit, vous hypothéquez votre maison. Ici, celui qui va fournir la garantie financière, c'est le FEM. Le FEM, il a des fonds qui sont destinés entre autres destinés à la lutte contre les changements climatiques. Il veut utiliser ces fonds pour raffermir le partenariat public-privé. On dit par exemple que PESECO veut solliciter auprès de Robank un fonds d'une telle hauteur pour pouvoir, je donne un exemple, renforcer ses actions de suivi environnemental de toutes ces activités sur les infrastructures. Vous voyez. Et PESECO peut, à travers le point focal opérationnel FEM, solliciter un appui du FEM pour appuyer sa demande auprès d'Eurobank avec une garantie financière. Ça, c'est une piste qu'on voudrait exploiter. Bon, quelles sont les étapes pratiques pour faire avancer ces financements innovants? On devrait faire une cartographie des bailleurs et des programmes. Il faut les identifier. Il faut vérifier les alignements stratégiques. Il faut élaborer des notes conceptuelles. Il faut bien sûr un sérieux effort de négociation et de plaidoyer. Et il faut la mise en place d'un mécanisme de suivi financier. Voilà quelques pistes qui peuvent nous mettre sur la piste des financements innovateurs. Je crois que je vais m'arrêter là pour
cette partie où j'ai présenté le projet, ses objectifs. J'ai aussi présenté les pistes pour un financement innovant. Et nous allons passer à l'étape suivante. Étape suivante, où je vais demander à Monsieur Amidou, dans le cadre d'un échange que nous allons avoir par la suite, qui va un peu nous parler des risques, qui sont des risques, des défis et des opportunités qui sont liés à la mise en œuvre d'un projet tel que Varsita. RDC, Pays Solutions pour le climat. Ensemble, bâtissons l'avenir. Nous aurons pendant quelques minutes l'intervention de Monsieur Amidou, après quoi nous prendrons 2 ou 3 questions avant de pouvoir atterrir par rapport à notre activité d'aujourd'hui. RDC, Pays Solutions pour le climat. Ensemble, bâtissons l'avenir. Merci beaucoup. Je voulais juste vous entretenir un peu sur la question de construction d'un écosystème innovant pour l'adaptation climatique en RDC dans le cadre du projet Varsita, et essayer un peu de brosser les opportunités et parler un peu de défis aussi et des perspectives. Je ne serai pas peut-être trop long, je ne vais pas revenir sur les détails que M. Mouneng a déjà épinglé dans sa longue présentation, mais aller directement un peu plus en profondeur. Comme vous le savez déjà, l'expérience internationale en termes de projets d'adaptation au changement climatique montre que les technologies d'adaptation ne produisent pas forcément des résultats durables lorsqu'elles sont intégrées dans un écosystème où l'innovation n'est pas aussi développée comme celui de la République démocratique du Congo. La question ici n'est pas en soi de remettre dans sa globalité l'écosystème. L'écosystème existe en termes d'adaptation, en termes de technologies qui ont été développées. Et même moi, personnellement, j'ai participé à des activités au niveau de la RDC où les inventeurs, les innovateurs dans le domaine divers, eau, énergie, agriculture et aussi sur les questions en rapport avec tout ce qui est nouvelles technologies de l'information et de communication. Mais malgré l'existence de cet écosystème, j'ai pas beaucoup de minutes malheureusement, malgré l'existence de cet écosystème, on se rend compte que il y a quand même un travail à faire. Et c'est là où le projet Varsita doit essayer comme j'allais dire, de s'asseoir sur cet écosystème-là et de construire quelque chose de supplémentaire là-dessus. On ne vient pas dans un écosystème où rien n'existe. Les choses existent. Le travail en amont a été déjà fait. Il faut construire sur cet écosystème en quelque sorte. Je vais m'expliquer dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, quand on parle des écosystèmes, on voit rapidement le monde académique. On a les universités au niveau de la RDC qui existent à travers l'université de Kinshasa où les innovations sont observées. On a les incubateurs. Tout à l'heure, on a parlé des incubateurs. Moi, j'ai eu la chance aussi de participer à un travail de cartographie des incubateurs par le passé, dans le cadre d'un projet d'emploi des jeunes dans le secteur agricole, précisément avec la FAO. Malheureusement, les collègues de la FAO ne sont plus là. Mais ce projet a quand même essayé de montrer l'écosystème, où est-ce qu'on trouve les incubateurs, qu'est-ce que les incubateurs font concrètement, et comment on pourrait les repositionner dans le cadre de cette activité en rapport avec la réduction de la vulnérabilité. Et le travail de cartographie qui a été fait laisse présager un écosystème assez varié où les incubateurs, malgré le degré d'avancement de leurs activités, ne sont pas forcément les incubateurs spécialisés. Et c'est là où la question d'un autre défi aussi qui va se poser. Tout à l'heure, on a parlé des questions, des défis. Il va falloir qu'on essaie de les relever. La spécialisation des incubateurs. Ça, c'est un. Deuxième point, c'est la question de la formation. Récemment, on travaillait sur une question qui est peut-être pas épinglée forcément dans le projet Varsita, c'est la question de la formation et de l'emploi qualifié dans le secteur des mines.
Je vais juste prendre cet exemple ou ouvrir cette parenthèse et la fermer automatiquement. Dans le secteur minier, par exemple, toutes les entreprises qui interviennent dans tout ce qui est, comment on appelle, tout ce qui est sous le coupe de l'ARSP, je vois que les entreprises des sous-traitances. Ces entreprises de sous-traitance, certaines ne sont pas forcément spécialisées et sont obligées de faire recours à des entreprises encore multinationales pour intervenir à leur côté. Je prends un exemple basique, la conduite des engins lourds dans le secteur des mines. Jusqu'aujourd'hui, les experts qui travaillent dans ce secteur-là sont soit des Malaisiens qui viennent, des Bangladeshis et autres. Et on a heureusement, dans le cadre de cette activité spécifique, l'ONUJ intervient avec la Suède et Volvo et Piroc pour essayer d'inverser la courbe d'échange. Donc ça, c'est un point spécifique. Donc la question formationnelle se pose. Et cette formation, comment l'orienter? Est-ce que les porteurs de projets innovants dans ces secteurs-là, forcément, certains ont un niveau qualifié, un niveau universitaire, et ces niveaux universitaires veulent qu'à un moment donné, en plus de la formation universitaire reçue, il faut ajouter quelque chose. Comment procéder? Est-ce qu'il faut travailler sur le développement des curricula de formation avec les universités? Là, ce sont des défis sur lesquels on va peut-être y revenir un peu plus en profondeur. L'autre point sur lequel je voulais peut-être aussi revenir là-dessus, c'est la question liée à l'objectif global. Jusqu'à là, dans le pipeline le plan d'action du projet, on est en train d'avancer, on est en train de chercher à les dérouler. Quelle est la stratégie qu'il va falloir mettre sur pied pour essayer de répondre à cette question d'encadrement, de formation et de renforcement des compétences des innovateurs sur dans les divers secteurs, c'est-à-dire l'eau, alimentation, énergie et agriculture. Cette question, elle doit être posée et elle doit être discutée. Je pense que c'est l'occasion nous est donnée de revenir là-dessus. L'autre point, c'est la question des opportunités. Je vais essayer de présenter quelques opportunités qui existent. On en débattra également parce qu'il y en a, à un moment donné, on va échanger sur les différentes questions. La question des opportunités de développement de l'écosystème d'innovation climatique est un point clé sur lequel il faut essayer d'explorer et regarder un peu plus large. On reconnaît le fait qu'il y a un fort potentiel de développement de technologies d'adaptation au niveau de la RDC. Ça, c'est un acquis. La RDC dispose d'importantes opportunités dans le secteur de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation, qui constituent les principaux domaines d'intervention d'ailleurs du projet, comme je l'ai souligné. En même temps, ces opportunités-là créent des besoins. Dans le domaine de l'eau, on a au niveau de la RDC la loi sur la libéralisation du secteur de l'eau, je crois bien. Et depuis que cette loi existe, quelles sont les entreprises ou bien les PME qui sont actives là-dessus? Il y en a très peu. Ce qu'on nous constatons davantage, c'est que on a vu l'émergence ou bien la création de petites unités qui travaillent beaucoup plus dans tout ce qui est mise en place du forage d'eau, du système d'adduction d'eau, qui ne sont pas d'ailleurs assez efficaces ou bien solides dans leur façon de procéder. Parce que quand on met en place un système d'adduction d'eau avec le forage, il n'y a pas un système de traitement d'eau qui est adossé. Est-ce que cette question-là, elle va retenir notre attention particulière? Il faut la mettre sur la table. Parce que l'innovation ne consiste pas tout simplement à regarder ce qu'on est en train de faire et former juste. Non. L'innovation consiste à développer les unités de recherche et développement sur cette question. On va encourager ceux qui font déjà les travaux d'adduction d'eau. Mais comment les pousser à aller plus loin? Est-ce que la qualité de l'eau qui est proposée, elle est consommable immédiatement? Je vais prendre juste un exemple d'un projet similaire d'adaptation au Sénégal, où l'intervention a consisté tout simplement d'accompagner les innovateurs dans le secteur de l'eau. Et le Sénégal, c'est un pays un peu sahélien qui a un problème de distribution d'eau et autres. Et donc, l'eau qui vient de la Société nationale de production et qui est distribuée dans le circuit national
n'est pas forcément une eau consommable immédiatement. Et donc, le travail qui a été mis en exergue par l'ONUDI dans ces pays a consisté d'accompagner les innovateurs dans ce secteur-là à mettre des points d'eau, vraiment développer un système de fontaines qui traite en même temps l'eau et qui rend consommable et qui met ça en bouteille automatiquement. Et ça crée c'est vraiment toute une chaîne de valeur qui s'est installée grâce à cette approche-là. Et je pense que ce sont des exemples et des modèles qu'on va essayer de travailler et puis essayer de les dupliquer, parce que ce sont des modèles qui marchent. Et donc, les innovations qui sont dans ce secteur-là, il va falloir peut-être pousser la réflexion un peu plus loin pour essayer de voir comment, dans quelle mesure les positionner. L'autre point, c'est la question, toujours sur la question de l'eau. La question d'irrigation. C'est vrai qu'en RDC, on dit qu'il pleut massivement. Parfois, on dit qu'il pleut 9 mois l'année. Mais je vais juste prendre un exemple basique. J'ai eu la chance au niveau de la RDC de circuler dans beaucoup de provinces. Récemment, j'étais dans le Congo. Il a plu pendant 9 mois, bien entendu, avec des périodes où il pleuvait moins que d'habitude. Actuellement, la population, les paysans qui sont dans cette zone-là, n'ayant pas de système d'irrigation en eau un peu plus solide, ils sont obligés de croiser les bras parce que, entre-temps, la terre qui est dans le Congo absorbe l'eau. Il y a beaucoup de sable. Elle absorbe facilement l'eau. Et après cette absorption, la production s'arrête au bout de 3 mois. Il n'y a plus rien. Les villageois croisent les doigts. Ils attendent à ce que la saison des pluies recommence au mois de septembre ou octobre. Entre-temps, la faim s'installe. Il faut trouver des moyens de subsistance pendant 3 mois. Et ça entraîne, les conséquences, elles sont connues. Plus les gens, ils ont moins de ressources pour consommer, moins ils ont la force, moins les enfants sont en bonne santé. Les conséquences sont claires là. Et là, sur cette question-là également, on doit essayer de trôner un regard là-dessus, travailler sur les innovations, essayer de cartographier. Donc, le travail de cartographie qui sera fait, c'est d'identifier les technologies d'irrigation qui permettent à ce que les paysans dans les milieux ruraux puissent avoir les moyens de continuer à produire, c'est-à-dire grâce à un système d'adduction d'eau et d'irrigation solide qui permet de continuer la production et de maintenir la population dans une situation où elle peut consommer et continuer toujours à produire de façon durable et sur toute la durée de l'année. L'autre point, c'est aussi la question de la technologie de gestion de l'eau. Aujourd'hui, je connais pas trop comment le système de distribution d'eau ici fonctionne, mais je vais juste rester toujours dans les aspects libéralisation. On capte l'eau. Après captage, on assure simplement le traitement et la distribution. Comment cette eau-là peut être gérée mieux? Et c'est là la question aussi qu'il faut peut-être essayer de regarder et travailler sur les innovations. J'ai vu, comme je l'ai souligné, j'ai eu à travailler avec le ministère de l'Industrie par le passé. Et j'étais dans un panel d'identification des innovations dans le secteur, dans divers secteurs bien entendu. Et à un moment donné, on a vu une innovation circuler où on voyait vraiment un système, un jeune qui avait présenté, je sais pas, Monsieur Denis est dans la salle, voilà, très bien. Monsieur Mutombo, vous êtes là? Ou du ministère de l'Industrie, je sais pas s'il est là ou pas, mais avec Monsieur Denis, on a identifié cette technologie-là qui fonctionnait très bien. Et moi, je pense que ce sont des technologies qu'il faut aller rechercher et c'est des innovations qu'il faut accompagner pour que on ait la possibilité, spécialement sur cette question de l'eau, d'avoir la possibilité de traiter, de consommer et d'avoir des procédures de distribution qui sont adéquates et répondent aux besoins réels de la population, surtout en milieu rural. Oui, très rapidement. Et si vous remarquez bien, durant toute mon intervention, j'ai insisté sur un point précis. Le socle du développement ou bien de l'innovation repose essentiellement sur les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Et heureusement que l'objectif du projet consiste aussi à travailler ou à faire un focus essentiellement sur cette catégorie-là. Et comme je viens de le souligner, pour permettre à ce que
cette catégorie d'entreprises ou des PME puissent bénéficier pleinement des innovations ou bien des formations ou de renforcement de capacités qui seront mises sur pied, il va falloir qu'on essaie de réfléchir sur des approches pragmatiques. La première approche pragmatique consistera peut-être à essayer de travailler sur une plateforme nationale d'innovation climatique. Actuellement, on est dans un écosystème, comme je viens de le souligner, un écosystème éparse. On n'a pas encore de plateforme. Une plateforme plutôt agrégatrice qui permet d'identifier, composante par composante, des innovations dans le secteur et avoir une stratégie très claire d'accompagnement et de formation pour permettre à ce que ces entreprises-là puissent progressivement se positionner dans l'écosystème tant au niveau national qu'international. Parce que l'objectif, c'est aussi qu'à un moment donné, les exemples développés au niveau de la RDC puissent être aussi des résultats plutôt capitalisables et exportables sur l'international. J'ai pris tout à l'heure l'exemple du Sénégal qui arrive avec des solutions développées au niveau local à exporter dans la sous-région. Et pour moi, ce projet, surtout sa réussite, dépendra de la capacité à comment exporter les résultats ou à exporter le modèle qui auront été accompagnés et structurés au niveau local. Rapidement, pour parler des défis, je vais juste les lister rapidement parce que j'ai pas trop le temps de dérouler tout ce que j'avais prévu. Le premier défi, à mon avis, c'est la faiblesse de l'écosystème national de l'innovation. Je pense qu'il va falloir qu'on essaie de prendre note par rapport à ça et puis on en reviendra dans le moins de détails. Le deuxième défi, c'est la difficulté d'accès au financement. Ça, c'est un point qu'on va y revenir également. Le troisième défi, c'est ce que moi j'appelle souvent la vallée de la mort de l'innovation. C'est-à-dire que de nombreuses innovations prometteuses disparaissent avant d'atteindre le marché. Pour répondre à cette préoccupation particulièrement, je pense que Varsita va prévoir des mécanismes de préaccélération, d'incubation, d'accélération avancée et de post-accélération. J'insiste sur ces points-là parce que c'est important. On parle d'incubation. Est-ce que ces processus-là seront discutés avec les incubateurs qui seront recrutés? Ça, ce sont les points très importants sur lesquels il va falloir peut-être revenir avec plus d'éléments. L'autre défi, c'est celui lié aux vulnérabilités climatiques des entreprises elles-mêmes. On va également y revenir. Et le dernier défi, c'est celui de la coordination institutionnelle. Et celui-ci concerne vraiment la plupart d'entre vous ici dans la salle. La question de la coordination institutionnelle, elle est réelle. Je prends juste un exemple. Très souvent, je prends juste l'exemple du ministère de l'Hydraulique. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie a développé toute une politique nationale d'approvisionnement en énergie. Disons ça comme ça. Est-ce que cette politique a été vulgarisée? J'en sais pas grand-chose. Est-ce que les parties prenantes qui ont participé à la formulation de cette étude-là ont pris en compte le fait que la question de l'énergie, c'est une question multisectorielle et qu'elle doit prendre en compte le fait que Bessico, aujourd'hui, qui implémente le projet Varsita, a une part des responsabilités à apporter ou bien une part des réponses à apporter. Est-ce que le ministère de l'Agriculture qui est dans la salle ici prend en compte cette question-là avec beaucoup plus une stratégie orientée vers le secteur agricole? Le ministère de l'Industrie qui est dans la salle prend aussi cette question. Et est-ce qu'il y a un arrimage, comme je le dis souvent, entre ce qu'on a proposé et le DEPSI, par exemple, donc le document de stratégie politique industrielle, ou bien le plan directeur de l'industrialisation en tant que tel. Donc, voilà là, quelques préoccupations que je voulais épingler. En termes de perspectives, pour clôturer, je vais juste les lister. La première perspective, pour nous et pour Varsita, c'est de faire émerger un hub national d'innovation climatique. Deuxième perspective, créer un pipeline d'entreprises climatiques compétitifs. Troisième perspective, institutionnaliser l'innovation dans les politiques publiques. Quatrième perspective, développer l'inclusion économique et sociale. Je suis content de savoir que 35% des femmes dans le projet Varsita constitueront un quota obligatoire. Et l'idée, c'est d'aller au-delà des 35%. La limite, c'est peut-être 35%, mais je vois que plus on essaiera d'aller plus loin,
plus nous encouragerons nos sœurs, nos mamans, certains qui font déjà de l'innovation, mais qui ne le savent pas. Il faut aller vers ces femmes, essayer de les ramener davantage dans ce que nous allons essayer de faire et mettre en place ensemble. Et donc voilà les 3 points clés, c'est-à-dire la question des défis, perspectives et au niveau global les différents challenges que le projet Varsita va rencontrer, et que à cette occasion précisément, il va falloir que peut-être que nous recevons vos feedbacks, que l'équipe du projet puisse les collecter et essayer de les analyser pour vraiment, dans le cadre du déroulement de la feuille de route, que toutes ces préoccupations soient prises en compte et que nous arrivons au final à avoir un projet, pas forcément parfait, mais un projet qui répond quand même aux défis de l'ère actuelle, qui est celui du changement climatique. Merci beaucoup. RDC, Pays Solutions pour le climat. Ensemble, bâtissons l'avenir. Merci, Monsieur Hamidou. Nous allons symboliquement prendre une question avant de pouvoir recevoir le DG pour son mot de clôture. Madame la secrétaire générale du ministère de l'Environnement, nous allons prendre symboliquement sa question. Elle va préciser à qui elle s'adresse. Merci beaucoup pour la parole. J'ai suivi toute les présentations avec attention. Les 5 composantes du projet. Je voudrais savoir, la coordination du projet n'a pas été présentée. Ça se fera comment? C'est inclus dans les suivis apprentissage des projets, ou bien ce sera comment? Ça, je ne l'ai pas suivi. Deuxièmement, il y a eu trop de techniques, c'est-à-dire adaptation au changement climatique. Alors, je me pose la question pour savoir, c'est le comité de pilotage. En principe, nous sommes venus pour valider les PTBA pour le projet Varsita. Je me pose la question, le projet commence quand? Quand est-ce que le projet va commencer? Je n'ai pas vu les activités concrètes identifiées dans le cadre de ce projet Varsita. Personnellement, je n'ai pas vu. Quelles sont les activités identifiées dans le cadre de ces projets? Et le projet lui-même commence quand? Ou bien nous sommes venus pour que vous puissiez nous expliquer ce que c'est le projet, mais en soi, les activités identifiées, moi-même, là, je ne les ai pas vues. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas cette année que le projet va commencer. Parce que vous êtes en train de nous expliquer comment le projet, le changement climatique, donc tout ça. Mais le projet en soi commence quand? Les activités concrètes, moi-même, je ne les ai pas vues. Parce qu'il y a l'industrie, il y a plusieurs des ministères qui doivent intervenir. Ils vont intervenir comment et sur base de quelle activité? Voilà un peu ma préoccupation. Merci. Merci, Madame la secrétaire. Merci. Merci, Madame, pour la question. Je crois que l'activité d'aujourd'hui a été programmée en 2 phases. Il y a 2 journées. La journée d'aujourd'hui, c'était le lancement officiel de l'activité. La deuxième journée consistera maintenant à la présentation du Work Programme semestriel pour son adoption par le comité de pilotage. Parce que pour que les activités du projet commencent, le comité de pilotage doit approuver le plan de travail et son budget. C'est ainsi que nous avons programmé l'activité sur 2 jours. Aujourd'hui, c'était juste le lancement officiel du projet.
Demain, maintenant, ce sera la présentation du work programme avec toutes les activités et son budget pour adoption par le comité de pilotage. Je m'excuse, peut-être que ce n'était pas très clairement présenté comme ça à vous, mais c'est comme ça que nous avons programmé ces 2 journées. Je m'excuse peut-être pour l'incompréhension et j'espère que mon explication a levé l'équivoque. C'est demain, maintenant que toutes les questions techniques relatives aux activités et à la mise en œuvre du projet seront présentées au comité de pilotage, parce que c'est le comité de pilotage à qui revient le droit de validation du projet. Sans cette validation, on ne peut pas commencer le projet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mouneng. Ce sera la seule question pour la session d'aujourd'hui. Et j'aimerais que vous puissiez acclamer pour nos 2 intervenants pendant qu'ils reprennent leur place. RDC, Pays Solutions pour le climat. Ensemble, bâtissons l'avenir. Sur ce, je vais inviter Monsieur le directeur général du Bureau central de coordination, le professeur Alongo, pour son mot de clôture. Pendant qu'il s'avance, j'aimerais que nous puissions l'acclamer également. RDC, Pays Solutions pour le climat. Ensemble, bâtissons l'avenir. Merci, mesdames et messieurs. Avant de prononcer ces petits mots de clôture, des activités relatives à la première journée du lancement protocolaire du projet Varsita, je voudrais ici marteler pour apporter davantage de satisfaction à Madame le secrétaire général de l'environnement en disant que les activités ont été programmées pour 2 jours et la journée d'aujourd'hui, elle est vraiment essentiellement protocolaire pour donner la philosophie du projet, expliquer les parties prenantes, démontrer les composantes qui sont impliquées dans les projets. Et c'est demain, évidemment, qu'on va devoir présenter l'arsenal en termes de montage institutionnel du projet pour que toutes les parties soient suffisamment éclairées et que le budget associé à chaque activité fasse objet de validation par les comités de pilotage. Ceci dit, Excellences, Mesdames et Messieurs, premier jour, première étape, une ambition désormais en mouvement. Avec Varsita, la transition écologique devient une réalité portée par des actions concrètes au service des communautés et des générations futures. Les meilleurs restent à construire. Rendez-vous donc demain pour la suite de cette grande aventure. Sur ces mots, je déclare officiellement clos les premiers jours du lancement du projet Varsita. Je vous remercie très sincèrement de votre présence, de votre engagement et vous donne rendez-vous demain pour la poursuite de cet événement historique. Je vous remercie.